Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Wood. Ce soir, on vous emmène à la rencontre Monsieur Jean-Jacques de Maffoutre, ministre conseiller auprès de la présidence. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, mademoiselle. Bon, vous savez les événements qui se passent actuellement en République centrafricaine, plus le sommet qui a eu lieu à l'Élysée vendredi et samedi. Donc, on peut avoir un petit peu votre ressenti de tout ça? Écoutez, les événements douloureux qui se déroulent à ce moment en Centrafrique nous préoccupent beaucoup. Et personnellement, je suis touché, puisque, comme vous le savez, il y a beaucoup de victimes et des membres de ma famille, des connaissances ont été touchés. Deuxièmement, ces événements déstabilisent encore une fois de plus notre pays et donnent un caractère de pays qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de structure de gestion de l'État. Et ça donne l'impression aussi d'un désordre. Or, nous savons très bien que depuis le 23 mars 2013, il y a eu un changement politique dans notre pays. Suite à l'arrivée de Seleka, vous parlez? Voilà, suite à l'arrivée du Seleka, cette arrivée a été souhaitée par la classe politique. Pas toute la classe, mais une partie de la classe politique. Et aujourd'hui, malheureusement, nous nous rendons compte que l'arrivée de la Seleka n'a pas été préparée. Et la gestion de la situation sécuritaire a été difficile. Donc, nous devons prendre conscience de cela et profiter du fait que la communauté internationale est aujourd'hui à nos chevets, de trouver une solution définitive à la crise centrafricaine. Voilà ce qui me préoccupe et je suis dans la réflexion en ce moment. Et je suis ici en compagnie du Premier ministre. Donc nous allons repartir à Bangui. Et je pense que la classe politique centrafricaine doit réfléchir pour essayer d'adopter une position avec une solution qui peut permettre à la République centrafricaine de sortir définitivement du cycle de violence. Que diriez-vous à la population aujourd'hui pour les rassurer, pour toutes les personnes aujourd'hui qui perdent leur famille les uns après les autres? Non, la population centrafricaine aujourd'hui est une population meurtrie. Ce qui est arrivé est inconcevable. Personne ne peut tolérer. C'est condamnable. Et d'une gravité, mais vraiment extrême. On ne peut pas imaginer qu'il y ait 300, 400, 500 morts dans ce pays. D'abord, nous ne sommes pas assez nombreux. Lorsque nous perdons un Centrafricain, c'est que le pays recule. Et si nous en perdons 500, et en majorité des jeunes, des civils et autres, mais c'est une absurdité totale. Et je condamne fermement. Et même si hier j'ai pris un peu de recul sur ces questions, mais aujourd'hui je pense que je suis obligé de prendre mes responsabilités pour dénoncer tous ces crimes et me joindre à tous mes compatriotes qui réfléchissent et qui cherchent des solutions pour que la République centrafricaine puisse retrouver le chemin de la stabilité et de la paix. Donc vraiment ce qui s'est passé est très grave et vraiment je le redis encore, je condamne avec la dernière énergie, que ce soit du côté Seleka comme de ceux qui ont attaqué. Parce que un crime est un crime, hein, de quelque côté que ce soit. La Seleka est venue et est au pouvoir et doit assurer la sécurité et la tranquillité des Centrafricains. Les anti-Balaka, s'ils veulent venir au pouvoir, ils doivent utiliser d'autres moyens. Et si vous voulez prendre le pouvoir par les armes, mais choisissez une action militaire, choisissez des cibles militaires. Vous n'allez pas aller vous en prendre à des cibles civiles et puis aller vous étendre dans les quartiers. Hein? Alors que vous savez que vous allez vers un objectif militaire et qu'il peut y avoir la riposte. Et vous créez la confusion en rentrant dans les quartiers. C'est intolérable. Que diriez-vous justement au peuple indigné actuellement? Est-ce qu'ils doivent garder leur calme, prendre leur mal en patience et attendre justement que les troupes françaises qui vont chez nous puissent se déployer et commencer enfin à sécuriser le pays?
Oui, de toutes les façons, il y a des lueurs d'espoir. L'événement qui est arrivé à Bangui euh, est regrettable. Les auteurs de cet acte-là, euh, ils ont revendiqué, mais nous les connaissons quand même. Je pense qu'il ne faut pas hésiter d'indexer le président Bozizé. Il l'a dit, il a répété plusieurs fois qu'il usera de tous les moyens possibles pour revenir au pouvoir. Et le connaissant, c'est quelqu'un qui ne lésinera pas sur les moyens. Vous Il, pensez que les anti-Balaka, c'est non, je pense Bozizé que qui se cache derrière eux? non, je pense qu'il ne faut pas accuser des anti-Balaka dans l'ensemble pour rien. Vous savez, je suis centrafricain et je suis l'un des rares hommes politiques qui réside au pays et qui fréquente les provinces. Donc il y a un contact vraiment régulier avec les populations. Je connais quelques anti-Balaka. Je connais le mouvement des autodéfenses. Tout ce qui se passe aujourd'hui est une invention du président Bozizé. Une organisation du président Bozizé pour déstabiliser la République centrafricaine et créer le chaos. Donc vous êtes en train de nous dire que les anti-Balaka n'existent pas? Les anti-Balaka existent. Les anti-Balaka sont des groupuscules de compatriotes qui vivent dans des villages et qui ont pris comme engagement de défendre leur village contre les coupeurs de route. D'ailleurs, les anti-Balaka ne s'éloignent jamais de leur village. Un anti-Balaka ne peut pas quitter la zone, par exemple, de Bogongolo et dire qu'il vient à Bangui lancer une attaque contre la ville de Bangui. Non. Sauf si on le récupère et qu'on le manipule quelque part. Nous savions depuis un certain temps que des gens ont monté des centres de formation à des endroits de la République centrafricaine pour se préparer à une action militaire d'envergure. Malheureusement, vous avez vu le résultat. Une opération militaire complètement rocambolesque. Et après, ils exposent la vie de paisibles citoyens. Je suis peiné de voir que quelqu'un qui a dirigé ce pays, qui connaît la souffrance du peuple, décide quand même d'aller aggraver une situation de souffrance qui existait déjà. Alors, c'est quand même grave et aujourd'hui nous sommes ridiculisés devant la communauté internationale. On nous prête des noms d'États néants, d'États inexistants, que nous, Centrafricains, nous sommes inconscients, que nous, Centrafricains, nous sommes incapables de gérer notre pays. Et donc, lorsque vous êtes vraiment cadre de ce pays, vous entendez tout ça, vous êtes choqués. Et quand vous savez que tout ça arrive à cause d'un certain nombre d'individus qui pensent que le pays leur appartient, et il n'y a que eux qui doivent gérer. Alors je me dis, avec un certain nombre de compatriotes, qu'il faut mettre un terme à cela. Aujourd'hui, nous devons réfléchir à une solution de savoir comment est-ce qu'on peut régler le problème de sécurité. Mais pour régler le problème de sécurité chez nous, le maillon essentiel, c'est notre armée. Aujourd'hui, notre armée n'existe pas. C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez été ministre de la Défense sous le règne de Patassé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, la défense centrafricaine est réduite à zéro? Mais d'abord, je ne sais pas, à cette époque, vous n'aviez pas suivi peut-être. À l'époque, mon procès en 2001, lorsque le président Patassé m'avait mis en prison, parce que je lui avais dit qu'il était en train de commettre l'irréparable. Et les actes qu'il était en train de poser ont des conséquences jusqu'à ce jour. Parce que déjà à son époque, on commençait à recruter dans notre armée sur des bases ethniques. Et ce n'est pas lui qui l'a commencé. Oui, le président Kolimba avait déjà commencé à recruter et à constituer des bataillons sur des bases ethniques. Le président Patassé est arrivé, il a continué un peu dans ce sens aussi également. Et j'avais dénoncé à l'époque.
Et malheureusement, je n'ai pas été compris, j'ai été mis en prison. Le président Bozizé est arrivé, il a refait aussi la même chose. Donc, vous avez une armée qui n'a que des couches de militaires sur des bases ethniques. Et aujourd'hui, vous avez par exemple des ethnies qui dominent la classe des officiers. Vous prenez par exemple, une ethnie peut avoir 50% des officiers. Ce n'est pas possible. On ne peut pas construire une armée nationale sur cette base. Donc quand j'étais ministre de la Défense, j'ai essayé de créer l'équilibre un peu, surtout dans les répartitions, dans les postes de responsabilité. Voilà que le président Bozizé est arrivé, mais il a fait pire. Il a déstructuré complètement notre armée. Les moyens qu'il avait pour donner à notre armée, il a préféré donner ça à des miliciens. Tout le monde a vu à Bangui comment est-ce qu'on a distribué des armes à des civils, à des gens non formés. Oui, la distribution Donc vous affirmez bien qu'il a laissé des armes avant de partir? Oui, mais écoutez, j'étais témoin à Bangui. J'ai vu par exemple au PK12, on a retrouvé une cache d'armes avec au moins des centaines d'armes. J'ai vu au Palais de la Renaissance qu'il a laissé des quantités d'armes. Il a abandonné des poudrières pour partir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, une prolifération, tout le monde a pu se servir. Voilà, il y a une prolifération d'armes à Bangui. Et je dirais aussi, la Séléka a amené des armes. Et ces armes ont été mises dans la main des bandits, des voyous. Puisque quand Séléka venait à Bangui, eh bien, tous les voyous de Bangui qui n'avaient pas d'activité ont rejoint la Séléka. Et cela, vous savez, ce qui est grave, c'est mettre une arme dans la main de quelqu'un qui n'a pas été formé pour l'usage de cette arme-là. Vous voyez, ça là, c'est un crime. C'est un crime. Remettre une arme à quelqu'un qui n'a pas été formé pour son usage. Et donc aujourd'hui, la prison de Bangui avait été cassée. Tous les voyous, tous les condamnés sont partis. Ils ont rejoint la Séléka. Ils ont été armés. Et imaginez le dégât. Et on les appelle des incontrôlés. Vous avez tous les voyous au niveau des provinces, au niveau de nos frontières qui ont rejoint la Séléka. Et donc, voilà les conséquences de ce qui se passe chez nous. Donc, ma réflexion est dans le sens de savoir comment est-ce que nous allons faire pour les cantonner, les désarmer et reconstruire notre armée. Parce que nous avons des cadres valables. L'État centrafricain a investi beaucoup d'argent pour former des Centrafricains comme militaires. Nous avons des officiers valables formés dans des écoles, ici en France, aux États-Unis, au Maroc, en Chine, en Tunisie, dans beaucoup de pays. Donc, ces militaires, il faut bien qu'ils rendent service à l'État centrafricain. Il faut qu'on les utilise. C'est ça leur métier, la protection du territoire centrafricain. Donc, il faut les rappeler, il faut les former. Oui, au sein de la Séléka a un noyau dur qui est l'UFDR. L'UFDR a été un mouvement politico-militaire que l'on connaît. On connaît les éléments qui sont dans l'UFDR, qui sont pour la plupart des Centrafricains. Mais il faut les retrouver. Ils avaient déjà commencé à travailler avec les FACA à un moment donné, à Birao, à Ouada, à Ouadadjali. On les sait structurer, la Séléka. Non, je ne parle pas de la Séléka, je parle de l'UFDR, qui est un des mouvements politico-militaires qui est au sein de la Séléka. Ceux-là, on les connaît. Donc, il faut les voir également. Déjà à l'époque, ils travaillaient avec les FACA. Ils étaient ensemble avec les FACA à Samouandja, à Birao, à Ouada, c'est ce que j'essaie de vous dire. Donc ceux-là, s'ils ont des compétences pour travailler un jour pour l'armée de leur pays, mais pourquoi pas? Alors donc, c'est sur cette base-là, il faut qu'on réfléchisse, qu'on reconstruise et qu'on crée les conditions maintenant de vraiment de faire une armée républicaine constituée de toutes les régions, de ressortissants de toutes les régions de notre pays. Mettre en place des dispositions pour un recrutement au sein de notre armée sur des règles claires avec l'appui de la communauté internationale. C'est la base, en tout cas, c'est la priorité. C'est la priorité. À mettre en place. Oui, c'est vraiment la priorité, reconstruire notre armée, reconstruire notre police, reconstruire notre gendarmerie. Vous savez, notre police n'existe
en réalité que de non. La police est un corps aujourd'hui où la pyramide est renversée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gradés et très peu de jeunes policiers. Et puis vous avez le personnel est un peu fatigué. Et puis le personnel de police a besoin d'être formé régulièrement, formé aux techniques de maintien de l'ordre, formé aux techniques de police judiciaire, de police scientifique. Demandez à notre pays aujourd'hui, il y a des mallettes qu'on appelle les mallettes judiciaires que traînent les officiers de police judiciaire. Nous n'en avons pas assez. Nous ne savons même pas si on a même une mallette judiciaire actuellement encore en fonction en Centrafrique. Donc oui, ça fait de la peine. Il faut tout. La gendarmerie, c'est pareil. Il faut remettre en place les groupements, les compagnies, vraiment reformer nos gendarmes, recruter des jeunes. Oui, faire en sorte qu'il y ait les conditions de départ à la retraite régulières, mais ceux qui vont à la retraite, il faut les former pour qu'ils intègrent la vie civile dans la dignité. Oui, c'est tout ça, c'est vraiment un programme assez lourd. Nous sommes en train de réfléchir dessus à Bangui. Avant de venir ici avec le Premier ministre, on a évoqué le problème en Conseil national de sécurité et il a pris des arrêtés mettant en place un groupe stratégique qui réfléchit sur le DDR et un autre groupe stratégique sur la réforme du secteur de sécurité. Donc nous allons travailler avec ces deux groupes-là pour essayer de mettre en place des programmes vraiment pour mettre en place d'abord notre armée, notre gendarmerie, notre police et ensuite faire le DDR correctement. Ceux qui ne peuvent pas intégrer les forces de défense et de sécurité, il faut leur donner une formation professionnelle pour que demain ils ne puissent plus penser aux armes. Voilà. Les médias aussi traitent la République centrafricaine aujourd'hui en disant que c'est une guerre de religion. Qu'en pensez-vous? Non, en fait, il n'y a pas de guerre de religion. Vous voyez, il n'y a pas de guerre de religion, mais il y a une extrapolation qui se fait. Et il y a des politiques, je dirais, très malins qui sont derrière et qui aiguisent ça. Et qui veulent qu'il y ait un chaos. Vous voyez, pour justifier ce qu'ils avaient prédit et continuer dans l'impunité. Dans l'impunité, voilà, à tuer et autres. Et puis montrer que ceux qui sont venus les remplacer sont des incapables. Voilà. Voilà. Et donc la guerre de religion n'existe pas? Non, la guerre de religion en fait n'existe pas. Il y a des groupuscules qui sont montés, qui vont casser des églises ici, piller des églises là, casser deux mosquées là. Bon, la guerre de religion n'existe pas. Je peux même vous dire très sincèrement, les musulmans ils sont combien? À peine 15%. Avec les nouveaux convertis, on peut dire à peine 15%. Il y a au moins en Centrafrique 60 à 70% de la population qui sont des chrétiens, à peu près 10% d'animistes. Bon, 60% qui décident de se battre contre 15%. Oh, quand même. Donc, je crois que les Centrafricains ne sont pas... sont pas dupes, ils savent. Non, ils ne sont pas dupes, ils savent. La manipulation a pris... Oui, a pris de l'ampleur. C'est vrai qu'il y a un risque de conflit confessionnel, mais on va arrêter ça tout de suite. Dieu merci, l'intervention française a déjà eu lieu. Ça va calmer les choses. On va accompagner ça de dialogue politique, de créer les conditions d'apaisement, de relations entre les communautés. Et puis on va régler ça, je pense. Mais je ne crois pas trop. Merci. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire aux téléspectateurs centrafricains et centrafricaines qui nous écoutent aujourd'hui? Non, mon petit mot, c'est que une souffrance n'est jamais éternelle. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Un jour, Dieu donnera un regard miséricordieux vers le peuple centrafricain et le bonheur va venir. Mais soyons patients et ayons beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. Tout ça, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des tentations, mais nous avons en commun notre pays qui est très beau, très riche. Préservons l'avenir de nos enfants. Faisons comme nos parents ont fait pour que nous, aujourd'hui, nous soyons là. Mais surtout, l'unité nationale. Les cadres centrafricains ne sont pas cons. Ils réfléchissent. Beaucoup ont des contacts avec la communauté internationale. Beaucoup travaillent en douce. Tôt ou tard, nous sortirons vainqueurs de cette situation. Et moi, j'y crois. Merci beaucoup, Monsieur de Mafout.
Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver bien sûr l'intégralité de l'interview sur www.bangyoud.com. Merci à vous tous.